свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Bonjour Yvon Dallaire. Bonjour Élise. Alors vous êtes psychologue, auteur, formateur et conférencier. Vous avez écrit de nombreux livres dans lesquels vous expliquez comment vivre heureux en couple. Vous dites notamment que 15 à 20% seulement des couples sont heureux. J'aimerais à propos de ça faire un petit tour d'horizon de toutes les idées reçues qui peuvent éventuellement expliquer tous ces échecs de vie en couple. Alors d'abord, pour commencer, on entend souvent dire que finalement les hommes et les femmes, ils sont pas trop faits pour s'entendre et qu'ils sont incapables de vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait bien répondre à ces nihilistes du couple ? Il y en a qui disent que les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars et que même sur la Terre, on ne peut pas s'entendre. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que nous sommes d'abord et avant tout des humains, des terriens, et nous sommes beaucoup plus semblables que différents, sauf que les petites différences qui existent entre les hommes et les femmes peuvent prendre ont énormément de conséquences. Moi, je dis que les hommes et les femmes ne sont pas faits pour vivre ensemble tout le temps. Ils devraient consacrer l'un à l'autre, à mon avis, seulement 25% de leur vie. Garder 25% de leur vie pour leur profession, 25% de leur vie pour leurs enfants, et se garder un 25% pour soi, pour ses plaisirs, ses amis, ses activités personnelles, ses hobbies. C'est comme ces quatre dimensions-là de la vie que j'appelle ma théorie des 4 P, professionnel, partenaire, parent et privé. C'est comme une table avec 4 pattes, avec un bouquet de fleurs qui s'appelle moi au milieu de la table. Si je ne veux pas que le bouquet de fleurs tombe en bas de la table, je serais mieux de bien développer les 4 pattes de ma vie. Une autre idée reçue, notamment sur les solutions que l'on peut apporter à ces problèmes de couple, on parle de l'infidélité, souvent. À ce sujet, dans votre livre « Vivre à deux, c'est mieux », vous rapportez que certains pensent, dont les échangistes, qu'ils vont compenser la monotonie sexuelle de leur couple et la réactiver en vivant des aventures extra-conjugales. Est-ce qu'il y a vraiment des conséquences importantes quand on est infidèle? Contrairement, Élise, à ce que beaucoup de gens vont dire, l'infidélité n'est jamais banale, même chez les gens qui se disent très ouverts par rapport à ça. Tant et aussi longtemps que ça reste dans la rationalité, on peut se dire très ouvert, mais quand on est confronté à la situation, moi j'ai vu des drames arriver, là, même chez des gens qui étaient très très ouverts par rapport à la fidélité. Donc l'infidélité pour moi n'est jamais banale et on se rend compte qu'effectivement les couples heureux à long terme sont généralement des couples fidèles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains couples qui ont eu des aventures extra-conjugales, mais justement quand il y a une aventure extra-conjugale, on sait très bien que 2 couples sur 3 vont se séparer par la suite. Non pas à cause de l'infidélité, mais l'infidélité c'est pour moi la conséquence d'un déséquilibre relationnel. Normalement, lorsqu'on est heureux, on ne devrait pas aller voir ailleurs ce qu'on trouve facilement ici. Quand on est bien servi ici, pourquoi aller voir ailleurs? Il n'y a pas de doute, par contre, que la sexualité, la passion, c'est surtout au début du couple, au début de la lune de miel, pendant les 2-3 premières années. Et un des défis du couple, c'est évidemment d'essayer d'entretenir un minimum de passion. Et pour ça, il faut créer une juste distance qui permet au désir de toujours être activé. C'est comme la faim. Pour que la faim revienne, il faut arrêter de manger. Donc, si on est trop collés l'un sur l'autre, on risque de perdre le désir de l'autre. Donc, ça prend des espaces, ça prend des temps où chacun est de son côté pour se réaliser en tant que personne privée. Et à un moment donné, on se retrouve ensemble et il n'y a pas de doute que la passion, la durée est un des principaux défis du couple. Vous dites que l'amour se développe au moment où la passion commence à diminuer. Beaucoup pensent au contraire justement que l'amour c'est une passion. Alors comment est-ce qu'on peut leur expliquer que l'amour c'est pas que de la passion justement? Oui. Dans la passion, c'est une force, c'est un élan, c'est une pulsion que la nature a mis dans le corps de la femme, dans le corps de l'homme pour les pousser l'un vers l'autre pour assurer la survie de l'espèce. Okay? C'est une... Et quand on est dans la passion, dans la phase de lune de miel, on n'est pas nécessairement en amour avec la personne qui est en face de nous, puisqu'on la connaît à peine. On est davantage en amour avec les sensations agréables, passionnées, qu'on ressent, avec les émotions intenses qu'on vit, et avec les rêves qu'on voit, qu'on imagine de notre futur. Or,
La passion ne peut pas faire autrement que de passer, que de diminuer tranquillement pour faire place à davantage à un amour que j'appelle, moi, plus tranquille. On s'aime toujours, on discute toujours ensemble, on continue de faire l'amour, mais c'est beaucoup moins intense qu'au début puisqu'on a appris à se connaître. Et justement, quand je découvre la sorcière qui s'était déguisée en princesse pour essayer de me séduire et que vous découvrez le crapaud qui s'était montré charmant pour essayer de vous séduire, quand on rencontre qui est vraiment la personne qui est en face de nous, qui a suscité tant de sensations et d'émotions, c'est là qu'on se rend compte, est-ce que la personne qui existe, qui habite le corps qui m'excite tant, est-ce que je trouve cette personne-là admirable? Est-ce qu'elle va m'enrichir? Est-ce qu'elle va me permettre justement de m'élever en amour? Et pour moi, au fur et à mesure que la passion diminue, la connaissance de l'autre augmente, et c'est là où l'amour prend place. Et l'amour, ce n'est pas une sensation, ce n'est pas une émotion, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui est la conséquence d'une réflexion à partir du moment où je connais davantage la personne. Donc, l'amour est quelque chose de beaucoup plus rationnel, qui peut être basé sur une passion, qui peut débuter même parfois par un coup de foudre. Mais on ne construit rien sur la foudre, au contraire. Il faut donc que les deux passionnés du début deviennent deux amants en se connaissant de plus en plus et deux associés pour la vie et deux compagnons pour affronter tout ce que la vie nous apporte. Donc en fait, la décision se prendrait plutôt au bout des 2-3 ans de la lune de miel. Ben oui, vous avez votre fameux Bec Bédé là, qui a dit que l'amour ne durait que 3 ans. Oui. Bec Bédé n'a rien compris à l'amour, il n'a parlé que de passion. C'est après ces 2-3 ans-là que je découvre la sorcière, que vous découvrez le crapaud. Et là, ben, un crapaud, c'est une belle manifestation de la vie. Puis il ne faut jamais oublier que le mot sorcellerie veut dire sagesse et connaissance. Donc, l'homme qui accepte d'être influencé par sa sorcière, et la femme qui voit la beauté du crapaud, ben, elle peut être heureuse et lui heureux avec l'autre. Justement, à partir de là, ils peuvent décider de se marier. Oui. Mais il y en a beaucoup ou de qui... se mettre en couple. Ou de se mettre en couple. De plus en plus, il y a ce qu'on appelle des VCCS, là, des vivants chacun chez soi. Voilà, tout à fait. Mais pour ceux qui considèrent que le mariage, finalement, justement, c'est un tue l'amour, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Parce que le mariage, est-ce que c'est forcément un tue l'amour? Non, pas forcément. C'est une question de perception. Il y a des gens pour qui c'est important d'avoir un contrôle légal, mais on peut aussi être en cohabitation. Ici, vous avez, comment vous appelez ça, là, des PACS. Oui, Okay? le PACS. Chez nous, on peut se faire un contrat notarié. J'en suis un bel exemple. Ça fait 34 ans que je vis avec ma partenaire et on n'est pas mariés civilement ou religieusement, mais on a une entente notariée. Si un des deux décède, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce n'est pas nécessaire de se marier et je crois que le couple reste quand même qu'à l'intérieur ou à l'extérieur du mariage, la meilleure des stratégies pour arriver à être heureux. Les médias diffusent souvent l'idée d'une sexualité libérée, souvent même débridée. Pour cette raison, de nombreux couples, justement, s'imaginent que les autres ont une sexualité bien meilleure que la leur. Quelle est la réalité sexuelle des couples aujourd'hui ? Il y a des couples qui ont une vie sexuelle passionnée, surtout au début, et qui continuent quand même d'avoir pendant plusieurs années une vivacité là, libidinale. Mais il y a des couples qui ont peu de sexualité et qui sont très heureux. C'est pour moi une fausse perception de croire que tant que le sexe va, tout va. Il y a des couples très heureux qui ont peu de sexualité, comme à l'inverse, il y a des couples qui, excusez l'expression, là, qui baissent comme des dieux, des déesses, mais qui sont toujours en train de se disputer et même qui vont arriver à se séparer, tout en continuant à avoir des rapports sexuels après leur séparation. Donc, la sexualité, oui, c'est un des objectifs du couple pour arriver à s'épanouir sexuellement, mais ce n'est pas un sine qua non. Oui, donc on n'est pas obligé d'avoir une bonne sexualité, une sexualité harmonieuse, épanouie. C'est préférable. C'est préférable, mais oui. c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. On peut être heureux même sans ça. Oui, il y a même un certain pourcentage de population qui sont des asexués, qui ont très peu de libido, que ça ne les préoccupe pas,
et qui veulent quand même former des couples et qui veulent aussi être en amour et avoir des projets de couple, dont entre autres des enfants. Mais évidemment, là, ils vont devoir utiliser la sexualité, même s'ils n'ont pas la pulsion que la majorité des gens, surtout lorsqu'on est jeune à 20, 30 ans, qu'on peut avoir dans notre corps. C'est sûr qu'en vieillissant aussi, la sexualité va changer. Avec la couleur de mes cheveux, je pense encore toujours à la sexualité, mais je suis beaucoup moins performant que je pouvais l'être à 30 ans. Mais la sexualité peut évoluer aussi à l'intérieur du couple. Chez les jeunes hommes, elle est très génitale. Chez les jeunes femmes, elle est peut-être plus sentimentale. La femme qui vieillit bien sexuellement va s'épanouir génitalement. Et l'homme qui vieillit bien va s'épanouir au niveau de la sensualité, au niveau de la sentimentalité. Alors, c'est souvent autour de 40, 45 ans que hommes et femmes, on est les plus près ou les moins loin l'un de l'autre au niveau de la sexualité et que la sexualité risque d'être à son meilleur. Et à 60 ans, il y a peut-être moins de fréquence de rapports génitaux, mais il peut y avoir beaucoup de sensualité et ça peut être suffisant. Puis il y a d'autres façons de vivre l'amour et de faire l'amour aussi. Exact. Ноги соедините, руки опустите. Alors, autre idée reçue, certains considèrent qu'un couple qui fonctionne bien, c'est un couple qui ne se dispute pas. C'est possible, ça? Non. Le couple est un creuset pour générer des crises. Je répète, le couple est un creuset pour générer des crises. C'est la façon dont on va gérer des crises et qu'on va négocier des ententes à double gagnant sur des problèmes qui, pour la plupart, sont insolubles, qui va faire qu'on va être heureux ou pas. Autrement dit, le critère pronostic de l'évolution d'un couple, c'est comment ils se disputent, pas comment ils sont en temps de paix. Il y a des grandes périodes qui peuvent être des périodes d'harmonie, de paix, mais qu'on le veuille ou non, parce qu'on est homme et femme, parce qu'on est quelque peu différents, et même lorsque deux lesbiennes ou deux gays, il y a quand même deux personnalités, on ne peut pas ne pas se disputer. C'est comment arriver à se disputer sans hypothéquer notre amour, sans hypothéquer notre respect réciproque et notre confiance réciproque. Donc, et c'est ce que font les couples heureux. Comment on va gérer la dispute, en fait? Bien, si on regarde les six sources les six sources principales de conflits, de disputes, les enfants, l'argent, les relations avec les belles familles, la répartition des tâches ménagères, la séparation entre le travail et la vie familiale, et la sexualité. Okay? Et si on était... La solution, c'est qu'on ait tous la même attitude par rapport à l'éducation des enfants, qu'on ait la même libido, etc. Mais si on ne l'a pas, qu'est-ce qu'on fait? Je prends un exemple qui est peut-être le plus facile à comprendre. Si vous êtes insécure financièrement, puis moi je suis en sécurité financière, je veux profiter de mon argent maintenant, mais vous voulez assurer vos vieux jours. On fait quoi là? On entre dans une dispute qui va faire en sorte que je vais essayer de vous convaincre qui te dit que tu vas être encore en vie à 60 ans, tu vas profiter de mon argent maintenant. Vous allez me répliquer que ouais, mais qui me dit que tu n'auras pas un accident, puis tu ne perdras pas ton travail, etc. Donc, ça ne donne rien de se disputer, d'argumenter là-dessus. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est un budget dans lequel il y a un compte d'épargne pour assurer madame ou monsieur, et un compte loisir, un compte vacances, un compte folie pour profiter de son argent maintenant. Tout le monde est content. Voilà, c'est la même chose pour les 5 autres sources de conflit. Ouais, d'accord. Il faut trouver les bonnes solutions qui vont permettre de convenir aux deux, finalement. Oui. J'aime pas le mot solution. Solution. Parce que la solution, c'est si on a la même libido, pas de problème. On a la solution. Oui. Mais si vous voulez 3 fois plus de sexe que moi je suis prêt à vous en offrir, est-ce que la solution à 2 va fonctionner? Le compromis à 2 va fonctionner? Non. Non. Donc il va falloir qu'on travaille sur comment tous les deux, malgré notre différence de libido, arriver à s'épanouir sexuellement. Et c'est possible. Il y en a beaucoup aussi qui disent que il suffit de bien communiquer du moins dans son couple pour que tout s'arrange. Ça aussi, c'est une idée reçue. C'est beaucoup de mes collègues, intervenants, psychologues, travailleurs sociaux, etc., qui vont vous animer des ateliers sur la communication non violente. Okay? Et beaucoup de couples arrivent en thérapie en disant on a un problème de communication. Ça fait presque 40 ans que j'écoute les couples me parler de leurs problèmes de communication et j'en arrive à la conclusion que les couples n'ont aucun problème de communication. Mais ils ont 3 problèmes reliés à la communication. Élise, si après discussion, on se rend compte qu'on n'est pas d'accord, est-ce qu'on a un problème de communication? Ben non. Non. J'avais été transparente, honnête, je l'ai fait, je lui ai vraiment dit où j'étais, mais on n'est pas d'accord. On n'a pas un problème de communication, on a un problème de consensus. On n'est pas d'accord. Alors, les couples heureux se mettent d'accord pour vivre avec des désaccords à vie.
Deuxième problème relié à la communication, si à chaque fois que je vous parle de vos défauts, je vous parle de vos faiblesses, je vous dis ce que j'aime pas chez vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire la même chose. Je vais renvoyer la même chose. Ben oui, principe de la balle au mur. Alors, ce qu'on constate chez les couples heureux, c'est qu'ils brassent plus de fleurs, excusez l'expression, mais que les couples malheureux qui brassent plus de merde. Alors, le bonheur, c'est une question d'odeur. Hein? Laquelle des deux odeurs vous préférez? Et on constate effectivement que les couples heureux, dans leur communication, se disent 5 à 10 fois plus de compliments. Donc, à chaque fois qu'ils font un compliment, ils font un dépôt dans leur bande d'amour respective, qui reste au top. Et le troisième problème, relié à la communication, qui n'est pas vraiment un problème de communication, c'est qu'effectivement, si je vous dis « je vous aime »,« je t'aime », et vous me répondez « oui, moi aussi, je t'aime », puis moi, ça veut dire ben, « oups », je m'approche de vous, puis je commence à vous caresser, il se peut que vous répondiez en disant « hey, est-ce que c'est moi que tu aimes ou juste mon corps? » Peut-être moi que dans mon « je t'aime », je dis « je te désire », alors que vous, c'est « tu as de la reconnaissance, tu as de l'affection pour moi ». Donc, c'est la signification des mots qui est le troisième problème relié à la communication. Et plutôt que de faire de l'apprentissage à la communication non violente, ce que je trouve très paradoxal, on devrait plutôt faire de l'apprentissage à la communication positive. Voilà, c'est beaucoup plus simple en plus. En fait. Au lieu de dire « je me sens en colère devant ton retard parce que ça me donne l'impression que je ne suis pas important à tes yeux et j'aime tellement ça quand tu es là ». Oui. Donc, en fait, allons directement à « j'aime ça quand tu es là ». Voilà, il faut avoir une attitude positive, en fait. Toujours. Ouais. C'est le mot-clé. C'est le mot-clé. Et c'est possible. Une dernière question concernant le divorce. D'après les chiffres de 2010, donc 50% des couples divorcent. Malgré une baisse de 8% enregistrée par l'INSEE en 2014, la quasi-majorité des couples pensent que le divorce est finalement l'unique solution pour régler tous les problèmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Le taux de divorce diminue parce que le taux de mariage diminue. Oui. Mais le taux de séparation, pour les couples non mariés civilement ou religieusement, on parle de 2 couples sur 3. Hein? Alors que les autres, qui sont plus généralement conservateurs, vont rester un peu plus longtemps dans leur couple. Le divorce n'est pas la solution. Okay? Mais ça peut être une solution ou la solution. Mais moi, je dis que tout couple peut être sauvé et vaut la peine d'être sauvé, mais pas à n'importe quel prix. Okay? Qu'on le veuille ou non, s'investir dans un couple, il y a un prix à payer. Mais il faut que je retire de mon investissement. Et on ne devrait pas tomber en amour. On devrait s'organiser pour s'élever en amour. Vous allez bientôt, peut-être prochainement, écrire un livre. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? J'en ai déjà 28 d'écrits. Oui. J'en ai encore quelques-uns en gestation dans ma tête, entre autres sur les célibataires. Si les gens veulent connaître mes activités, veulent aussi recevoir mon infolettre dans laquelle j'envoie souvent des articles, ils ont juste à s'inscrire sur mon site Internet, qui est très simple, yvondallaire.com. Merci beaucoup, Yvon Dallaire. Bienvenue, Élise.